Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle rencontre. Aujourd'hui, c'est un peu spécifique parce qu'on va traiter un sujet technique, un sujet qui a beaucoup de relations avec l'éducation, l'enseignement, la formation de la jeunesse. J'ai l'immense plaisir pour cela de recevoir notre amie, Madame Michel Jans. Michel Jans, enseignante, responsable de la religion bruxelloise. euh, de la PED, on dit la PED, hein. Euh, APED, oui. oui, projet École démocratique belge. Il va nous présenter ce projet aussi pour nous parler, pour nous présenter la thématique, le numérique à l'école, un réel bienfait. Mais avant ça, permettez-moi, mesdames, messieurs, permettez-moi, mon camarade Michel Jans, dans ces circonstances pénibles pour l'humanité, j'ai une pensée pour 680 enfants palestiniens qui ont été assassinés, bombardés par l'État d'Israël, ces enfants qui ont eu le rêve de fréquenter l'école, de faire un avenir propice, un avenir de paix, de sincérité. Malheureusement, ils ont été sauvagement liquidés, assassinés avec la complaisance des pays occidentaux, avec la complaisance et la complaisance de silence des tâches. Merci infiniment, Madame Michel d'avoir accepté notre invitation. Le numérique à l'école, est-ce que c'est un réel bienfait ou est-ce qu'il y a des risques pour le numérique à l'école, surtout que nos enfants sont, euh, je m'excuse, manipulés par l'écran, dispersés, ils ont perdu beaucoup de concentration, ils gèrent mal leur temps d'écran, etc. C'est à vous, madame. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Alors évidemment, il y a un énorme point d'interrogation. Est-ce un bienfait? Non, il faut nuancer. Euh, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Premièrement, le numérique est un marché qui veut prendre des parts dans le gâteau, si on veut, de l'école. Euh, En ce sens, ça n'a rien de démocratique, c'est du libre marché, du lobbying, etc. Je ne vais pas parler de cet aspect-là, mais il faut savoir qu'il existe et qu'il mène énormément les politiques envers le numérique en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, le point de départ est déjà faussé, puisque le point de départ n'est pas d'avoir, comment dire, discuter de la chose avec les enseignants, est-ce qu'on met du numérique, dans quelle mesure, etc., mais de nous avoir imposé le numérique sans débat préalable. Donc, c'est quand même déjà un point de départ qui n'est pas idéal. Alors, quant au numérique à l'école, euh, il faut savoir que le numérique fait maintenant partie de la société. Et j'ai été enseignante, je suis à la retraite depuis peu, mais j'ai été enseignante et j'ai été enseignante en infographie. Ce qui veut dire que j'ai passé des années avec mes élèves derrière des écrans pour leur apprendre à dessiner, à faire de la photo, à faire du Photoshop, etc., etc. Donc, on ne pourra pas me taxer d'anti-numérique puisque je suis moi-même prof d'infographie et infographiste. Et surtout que actuellement, de nos jours, ce doctrine d'étiquetage et de classement des gens, hein, Oui, euh, voilà. actifs, on donne beaucoup d'étiquettes aux gens. Oui, Absolument, oui, absolument. C'est une manière d'occulter le débat. oui, Comme, comme dans l'actualité tragique qui nous occupe, les oui, étiquetages sont faciles aussi pour occulter le débat. oui, oui, oui.
Voilà, On n'a pas le droit de critiquer Israël parce qu'on risque d'être étiqueté antisémite. D'accord. voilà, ouais, Israël, d'après des personnes, disons, civilisées, elle a le droit de tuer, assassiner barbairement les personnes âgées et les enfants. Hein. Nous devons fermer nos gueules. Oui, on continue. voilà. Donc, continuons sur le numérique. Euh, donc, voilà, le numérique à l'école. Alors, euh, il y a deux choses à distinguer. Il y a à distinguer le fait d'étudier le numérique, donc étudier les logiciels, le fonctionnement, etc., etc., ou d'étudier par le numérique, donc d'avoir le numérique comme aide pour étudier. Alors, je vais commencer par le fait d'étudier le numérique. Bien, il est évident que comme le numérique fait partie de la société, euh, l'école doit jeter un regard sur le numérique. Ça, de toute façon, on n'y coupera pas. Ne fût-ce que pour construire avec les élèves un regard critique aussi sur le numérique. Et c'est bien là le problème à l'heure actuelle, c'est que ce regard critique manque complètement. Alors, quand il y a un drame comme les attentats de Bruxelles, puisque je suis bruxelloise, je vais parler de ceux-là, puisque c'est ceux-là qui m'ont, auxquels, enfin, que j'ai vécu. Euh, Tout d'un coup, on se dit, mon Dieu, les jeunes ont été embrigadés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et je dois vous avouer que c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé à moi, prof d'infographie, tiens, puisque tu es sur les ordinateurs, est-ce que tu ne pourrais pas t'occuper de voir comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux, etc., et de faire un petit peu d'éducation à l'esprit critique avec eux. Avant, on ne s'en est pas préoccupé. Donc, il a fallu euh, des accidents dramatiques pour qu'on pour qu'on se préoccupe de ce que les jeunes faisaient sur les écrans. Personnellement, dans mes classes, je le voyais déjà et j'incitais déjà les jeunes à porter un regard critique sur leur consommation numérique. Euh, Par exemple, le fait de regarder des images violentes ou des images connotées sexuellement, pornographiques, etc. Moi, je conscientisais mes élèves à leur dire que ils participaient à quelque chose de malsain et qu'ils devenaient acteurs de ce côté malsain, donc que leur mode de consommation déterminait aussi quel environnement numérique ils allaient avoir. Donc toutes ces conscientisations euh, étaient à faire, non pas quand on a un problème avec l'actualité, comme c'était le cas, mais bien pour rendre les jeunes eux-mêmes critiques par rapport à ce qu'ils faisaient et développer leur esprit critique. Donc mettre en évidence leur esprit critique, le travailler avec eux, etc. etc. En gros, s'il faut résumer ce côté-là, on pourrait dire que c'est pas des consommateurs qu'on veut former, ce sont des gens qui sont soit des utilisateurs parce qu'ils en ont besoin dans leur métier et parce que le numérique a envahi la société et qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc, soit ils doivent en devenir des utilisateurs responsables, soit, enfin, et, pas soit, et aussi des citoyens critiques. Donc, des citoyens critiques, ça veut dire, en plus d'être des utilisateurs, de se poser la question de toutes les retombées au niveau de leur propre santé, au niveau du temps qu'ils passent sur les écrans, au niveau de l'écologie, qu'est-ce que ça pose comme problème, la consommation du numérique, etc., etc. Parce que la consommation du numérique semble ne pas avoir
semble ne rien coûter quelque part. Euh, on se branche, c'est gratuit, on n'a pas de feuilles à imprimer, ça semble ne rien coûter, mais les coûts sont C'est cachés. démocratisé presque, il est accessible partout, hein. Oui, Démocratisé. tout à C'est le fait. mal, Mais oui. voilà, mais les coûts réels, eux, sont cachés. Donc, il faut aussi conscientiser les élèves à ça. Les coûts cachés au niveau de l'écologie, mais aussi les coûts que ça a en termes de maintenance, de fabrication des appareils qui nous servent à nous connecter, à la consommation de ces appareils, au fait qu'ils demandent dans leur fabrication toute une série de matières premières qui sont l'objet à l'heure actuelle de guerres et de conflits aussi. On ne se bat pas que pour le pétrole, on se bat aussi pour les terres rares, pour les minéraux, etc., etc. Donc, conscientiser les élèves à tout ça. Parce que finalement, qui leur en parlera sinon? Alors ça, c'est un premier aspect du numérique, c'est de former les élèves au numérique. Euh, et de manière consciente, de manière à en faire des citoyens qui seraient capables de prendre une décision, Ça veut quoi. dire c'est la formation préventive. Il faut préparer l'enfant à utiliser le numérique. C'est pas Oui, le voilà, plonger directement, etc. c'est ça. Alors, moi, je n'ai pas dit enfant, j'ai dit jeune. Pourquoi? Parce que la question se pose aussi de quand est-ce qu'on commence? Est-ce qu'il faut commencer avec les petits? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne option. Les plus petits ont besoin d'une pédagogie ou d'un enseignement où on va, où on va bouger, où on va venir leur prendre la main, où on va leur apprendre à écrire, à calculer. C'est peut-être pas la peine de leur mettre un écran devant les yeux pour apprendre à lire ou à écrire. Hmm. Parce que, Michel, la tendance actuelle, d'après mes observations, c'est pas de préparer maintenant dans les institutions, dans l'école publique, c'est pas à l'école de préparer l'étudiant, à l'élève, le jeune, etc., l'écolier, à, à, à vivre avec le numérique à l'école comme instrument d'éducation. L'école prépare les enseignants d'abord pour la maîtrise technique, etc., logiciel, etc. On a toujours l'idée que l'enfant va venir avec l'école avec des ABC d'utilisation de l'outil informatique. Même la charte éthique, il n'y a pas beaucoup de discussions. Bon, c'est devenu bureaucratique. L'enfant reçoit un document charte d'utilisation de l'informatique, il signe. Je doute que même qu'il trouve le temps pour lire. Même les parents, ils signent, ils s'en foutent et tout. Cette tendance de normalisation avec l'utilisation du numérique sans entrer dans les détails, sans clarifier le cadre de l'éthique, les objectifs, le contrat des objectifs, etc. C'est la responsabilité de tout le monde, l'école, l'élève, les familles qui sont dans la majorité des cas dépassées, hein, parce que le fléau dépasse, il minimise, il marginalise parfois la famille. Oui, bien sûr. Là, il y a aussi le problème du collectif, en fait. C'est-à-dire que le numérique a une grosse tendance en lui, c'est l'individualisation. Quand on est devant son smartphone ou sa tablette, on est tout seul. On individualise les comportements, on a affaire à des individus qui sont tout seuls, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, voilà. Or,
le but de l'éducation à l'école, et surtout chez les petits, c'est de faire du collectif. La pédagogie, l'enseignement, c'est du collectif. C'est rarement tout seul qu'on apprend, c'est collectivement. euh, on est en groupe, on apprend par les autres. C'est quand son voisin se trompe ou pose une question qu'on se dit, ah oui, c'est pas ça, c'est ça. Je veux dire, la pédagogie, c'est une interaction entre des personnes, entre l'enseignant et ses élèves, entre les élèves entre eux. Et le numérique coupe tout cela. Et coupe aussi les possibilités des familles. C'est-à-dire que euh, on constate que le numérique creuse les inégalités, évidemment. Parce que dans les familles aisées où les parents ont les codes, etc., euh, c'est très facile pour les jeunes de rentrer On arrive à là-dedans. un minimum de maîtrise, mais des autres familles Mais certaines familles oui, soit ne maîtrisent pas, soit n'ont pas les moyens d'être bien équipés chez eux. Et moi, j'ai vu dans mes classes la différence, quoi. Il n'y a oui. rien à faire. Ça différencie les élèves, ça creuse des inégalités, ça crée des inégalités et ça creuse les inégalités existantes déjà. Donc, réfléchir le numérique comme on le réfléchit actuellement, c'est-à-dire en fonction des lois du marché, en fonction d'objectifs qui n'ont rien de démocratique, c'est pas créer du collectif. Oui. C'est individualiser les apprentissages et c'est créer une société d'individualité juxtaposée qui ne font pas société, justement. Ce risque aussi, ce risque de creuser l'inégalité, ça pose aussi pour les élèves avec les besoins éducatifs, sont déjà dépassés, hein, puisque l'école, par exemple, l'école dans le canton de Vaud, par exemple, ici en Suisse, il est dépassé au niveau de l'accompagnement des élèves avec des besoins éducatifs. Ils ont voulu une fois imposer une politique, soi-disant, d'une ministre socialiste qui s'appelle Projet 360, qui a été scandaleux, une fiasco, fiasco, les élèves avec les besoins éducatifs, ils ont payé, continuent à payer la facture à cause de l'absence d'un cadre bien déterminé pour recevoir ces élèves et les traiter d'une façon qui garantit l'égalité des chances. Est-ce que l'informatique aussi risque de creuser l'inégalité, de confirmer, de renforcer l'inégalité pour ces enfants aussi? Mais oui, tout à fait. En fait, on projette sur l'informatique des idées euh, qui sont fausses. On fantasme. C'est-à-dire que, par exemple, on déclare, c'est une idée qu'on entendra chez certains spécialistes ou chez certains lobbyistes, je devrais dire, ils vont déclarer, par exemple, que l'informatique va aider euh, l'élève à gagner en autonomie, à gagner en apprentissage, etc., etc. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est l'inverse. En fait, l'autonomie de l'élève est un préalable pour utiliser l'informatique convenablement. Et ce n'est pas du tout une conséquence. Et donc, euh, si on tient compte de cela, on constatera que, encore une fois, dans les familles aisées où il y a un ordinateur à la maison, où le papa ou la maman a expliqué aux enfants comment ça fonctionnait, joue à des jeux à la maison, chez eux, etc., euh, le, l'enfant ou le jeune aura déjà une certaine autonomie par rapport au numérique, et là, il peut travailler, disons, ça peut être une aide dans son travail. Mais là où l'enfant ou le jeune n'est pas du tout autonome, ça ne créera pas une autonomie par miracle.
Il n'y a pas de miracle en pédagogie. Il y a juste du travail à faire avec les plus défavorisés, avec les gens qui n'ont pas un accès facile au numérique, etc. Et donc, en effet, on va creuser des inégalités là. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de quelques systèmes éducatifs qui ont décidé d'interdire l'utilisation de l'informatique d'abord durant la période du cycle obligatoire? Singapour, par exemple. Mais en fait, c'est, c'est- ces interdictions ne sont évidemment pas du tout ce qu'on connaît en Europe. Donc, j'ai pas été dans une école à Singapour, mais l'idée ne me paraît pas, me paraît intéressante parce que les petits jusqu'à 10, 12 ans doivent apprendre à apprendre par eux-mêmes, apprendre des savoirs de base, apprendre à lire, à calculer. Mais il n'y a pas que le côté apprentissage, le côté performance dans les apprentissages, il y a aussi le fait de se socialiser, de se parler, de se toucher, de jouer ensemble. Quand on est devant un écran, on ne joue pas ensemble, on joue chacun de son côté. Quand on est, quand on est délivré des écrans, alors à ce moment-là, on se met beaucoup plus, surtout pour les petits, j'insiste, à parler, à développer le langage aussi. Un des grands reproches qui est fait. Il y a des gens qui disent, Michel, qui déclarent que l'écran tue l'enfance. Mais oui, vous savez, euh, les grands directeurs des grandes entreprises informatiques, les gens de la Silicon Valley, ils mettent leurs enfants dans des écoles sans écran, Oui, classique. où ils interdisent à leurs enfants les écrans jusqu'à un certain âge parce que c'est mauvais. Oui, ils ont détruit nos enfants. Maintenant, j'espère qu'ils auront la conscience calme. Voilà. Et donc, il y a vraiment, je ne serais pas contre une interdiction dans les petites classes. Oui, pourquoi pas. Oui. Euh, Ma dernière question, Michel, est-ce que aussi euh, euh, l'ordinateur, le numérique, marginalise l'enseignant? Tout il est en ligne. Les exercices, la correction, le- le- les devoirs, c'est facile, tout s'achète, tout est accessible. Euh, euh, est-ce que l'enseignant est dépassé? oui, alors, le problème par rapport aux enseignants, il est le suivant. D'abord, on leur impose des systèmes qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Par exemple, on ne demande pas l'avis de l'enseignant quant au logiciel qu'il veut utiliser, par exemple. Hein. On lui impose tel logiciel parce que l'école a un contrat avec telle firme, etc. etc. Mais indépendamment de ça, oui, il y a le fait des coûts aussi. Hein, les collègues, quand on doit s'acheter notre bic, notre carnet, papier, etc., c'est pas très grave. Mais quand on doit en plus s'acheter du matériel informatique, c'est déjà plus conséquent et on sait que les enseignants dans certains pays ne sont pas toujours si bien payés que ça. Mais laissons ça de côté parce que c'est pas le principal. Ça, c'est le côté inconfort personnel de l'enseignant. Le principal, c'est son rapport avec l'élève. Et le rapport avec l'élève, euh, là aussi, penser que le numérique va pouvoir un peu, parce que c'est l'idée qu'il y a derrière, hein, que le numérique pourrait un peu remplacer le prof. Alors, comme on est dans une situation où il y a pénurie d'enseignants dans pas mal de pays, en Europe par exemple, en Belgique, là où je suis, en tout cas c'est criant, en France aussi, il y a de moins en moins d'enseignants, il y a des pénuries, il y a des enseignants qui manquent, il n'y a pas assez de personnel. Alors, penser qu'on va pouvoir le remplacer
par un savoir tout fait qu'on va trouver en ligne, etc., c'est un pur fantasme. La pédagogie, ce n'est pas le rôle de l'enseignant, ce n'est pas juste transmettre de la matière. Si c'était juste transmettre de la matière, bien avant les ordinateurs, on pouvait mettre un enfant devant ou un jeune devant une encyclopédie et il avait tous les savoirs du monde et voilà, il pouvait se débrouiller. Non, non, le rapport de l'enseignant à l'élève, c'est quand on donne cours, de vérifier si l'élève a compris, d'interagir avec l'élève. On n'a pas une seule pédagogie quand on donne cours, même quand on explique devant une classe quelque chose. On s'arrête, on dit, t'as bien compris, toi, un tel n'a pas l'air d'écouter, attention, fais attention. Je veux dire, c'est de l'interaction tout le temps. Or, l'écran Et ne va si, jamais interagir avec les élèves, il ne va jamais vérifier si c'est bien compris. Et le risque, c'est aussi pour les élèves, parce que, évidemment, les spécialistes te diront, il y a, oui, mais on fait des jeux pédagogiques, interactifs, super, etc. Mais en fait, ce que l'élève apprend, ce n'est pas une matière. Ce que l'élève apprend, c'est euh, un processus, un processus informatique. Quand il le connaîtra, il passera au suivant. Mais ça, c'est pas connaître une matière. C'est connaître les règles d'un jeu. C'est pas maîtriser une langue ou maîtriser les mathématiques, par exemple. Il y a des apprentissages de langue en ligne, mais à un moment donné, si on veut vraiment pratiquer une langue, il faut la pratiquer avec quelqu'un et pas avec un ordinateur. Si on veut faire des mathématiques, par exemple, il y a des tas d'exercices en ligne et des exercices résolus, etc. Mais si on veut vraiment comprendre la matière et vraiment être sûr que le jeune a compris la matière, il faut interagir, il faut le mettre dans une situation un peu plus compliquée pour voir s'il a bien compris le processus de résolution de l'exercice, par exemple, etc. Apprendre dans les deux sens du terme, c'est beaucoup plus compliqué que de simplement faire des exercices ou lire une matière. Michel, est-ce que le numérique aide à créer des fonctionnaires, mais non des intellectuels, des fonctionnaires parcouristes, non des intellectuels de polémique, de dialogue, de recherche philosophique, etc. Oui, c'est ça. En fait, le, le numérique est un outil. Ce n'est pas, on parle d'intelligence artificielle, ça n'existe pas l'intelligence artificielle. L'intelligence, oui, évidemment, il y a une force de calcul derrière. Bon, et ça, l'ordinateur, une force de calcul, il l'a. Mais l'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle aussi, c'est l'intelligence de pouvoir reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas ou ne va pas dans la bonne direction. C'est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on peut trouver via l'informatique. À la fin, vous êtes la responsable de la religion Bruxelles, de l'APED, dans le cadre de l'école démocratique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet APED et école démocratique qui est dirigé, je pense, par notre cher ami euh, Nico Hirt. Oui, c'est ça. Nicole. Oui. Alors, Nico Hirt n'est plus le président, c'est Cécile Goré, mais bon, c'est Nico Hirt qui est un membre fondateur, en effet. En fait, l'appel pour une école démocratique part du désir d'un certain nombre d'enseignants d'avoir une école beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus démocratique que ce qu'elle n'est à l'heure actuelle. En gros, ce qu'on souhaiterait, c'est une école qui permette aux jeunes une pensée émancipatrice et un regard critique sur le monde pour le changer. Et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est une école qui reproduit un peu trop fidèlement la société dans laquelle on est et qui ne fonctionne pas si bien que ça, et donc il faut changer. On ne peut pas se contenter de reproduire
la société dans laquelle on est. Si on reproduit, on reproduit des injustices énormes et on le voit très bien à l'heure actuelle. Donc, le projet Appel pour une école démocratique, c'est une étude par des enseignants bénévoles, on est tous des bénévoles, une étude par des enseignants bénévoles du système d'enseignement pour déceler ces failles et les corriger, pour interpeller les politiques là-dessus. Voilà, je pense que j'ai résumé. Bien résumé. Merci infiniment, Michel Jans, enseignante responsable de la religion en Bruxelles, pour l'appel, pour l'appel pour Une euh, école une démocratique. école démocratique. Ça a été Oui. un honneur aujourd'hui de vous recevoir. J'espère qu'on va continuer avec vous la discussion sur des autres thématiques qui touchent le système d'éducation, l'école en général. Merci infiniment, Michel, et à la prochaine rencontre. Mais merci à toi et merci de m'avoir invité. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.